C'est bon ouais. On va commencer notre réunion de comité de ligne dans un confort total, on va dire, sauf celui de ne pas avoir en direct, bien évidemment, toutes celles et tous ceux qui ont des choses à dire sur le service TER. Mais les choses sont ainsi. On est donc ce soir réunis pour la ligne 11, Poitiers-Tours, et la ligne 12, Poitiers-Angoulême. Donc on est de part et d'autre de Poitiers, pour un comité de ligne qui est un peu exceptionnel, hein, puisqu'il est pas le premier, il y en a déjà eu un tenu, mais le second de cette nouvelle mandature, voilà, où vous avez les mêmes élus en face de vous, j'allais dire, en ce qui concerne le vice-président Renaud Lagrave et moi-même, donc vous ne serez pas dépaysés, puisque nous étions déjà en responsabilité sur cette chose-là. Voilà, ceci étant dit, on est parti donc pour faire le cycle d'automne des comités de ligne qui sont au nombre de 18 sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, et celui-ci traite de la circulation des trains régionaux et plus largement des circulations ferroviaires sur un axe assez important, qui est celui de Paris-Bordeaux, et là réservé à la circulation et à l'infrastructure sur la partie Tours-Poitiers-Angoulême, sur l'infrastructure historique, bien évidemment, puisque là on n'est pas branché sur la question de la desserte TGV. Je le dis, c'est pour celles et ceux qui nous rejoindraient là et qui ne seraient pas très habitués, je veux dire, à nos débats combien techniques, des fois, y compris dans notre langage, sur le plan ferroviaire. Voilà, donc je vais souhaiter la bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent, voilà, à distance, et qui ont prévu en même temps interroger, certains l'ont déjà fait d'ailleurs, sur le sujet qu'ils souhaitent en matière de services de TER. Voilà, on va peut-être se présenter, du coup. Voilà. Donc moi, je vous l'ai presque dit, mais voilà, je suis Jacques Aymon, donc conseiller régional délégué au TER sur la Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite... Grégoire Delecroix, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine en tant que responsable de secteur Poitou-Charentes. Peggy Popiol, directrice territoriale des lignes Poitou-Charentes. Et bonsoir à tous. Olivier Folliet, je représente SNCF Réseau et je suis responsable d'une unité voyageurs au niveau de la direction territoriale Nouvelle-Aquitaine. Catherine. Bonjour, Catherine Delagarde, je suis directrice de projet pour SNCF Gare et Connexion. Merci. Toutes les présentations ont été faites, là ? Oui. Bien. Alors, le premier sujet, la première partie, c'est la question de la fréquentation de la ligne, la question de la qualité de service, et c'est donc SNCF Voyageurs, à travers Peggy Popiol. Ah oui. Oui, cette ligne a été, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, comme toutes les autres, marquée par la crise sanitaire et des mesures d'accompagnement spécifiques ont été prises pour essayer de limiter les conséquences de la crise sanitaire
et de l'impact que ça a eu sur les personnes pour pouvoir accéder aux trains régionaux, avec des réductions de circulation, plan de transport adapté, enfin beaucoup de choses. Des mesures ont été prises, notamment en 2020, celle de TER gratuit pour les personnels soignants, et en 2021, la gratuité pour les étudiants. C'est quelque chose qui s'est fait juste avant l'été, entre le mois d'avril et puis début juillet, et ça a eu un écho assez important, puisque 68 505 billets, pour être précis, ont été distribués aux étudiants. Ça veut dire qu'il y avait aussi un vrai besoin, parce que c'est pas une échelle modeste, d'avoir atteint cet objectif-là. Voilà, le plan de transport a évolué tout au long des mois pour revenir à une situation globale qui est celle que l'on connaît maintenant. Des tarifs avantageux pour tous ont été mis en place. Je ne vais pas les détailler, parce qu'il y en a qui sont déjà en place depuis pas mal de temps, mais ça concerne la carte solidaire plus récente, le pass escapade, mais en même temps billets jeunes, tarifs tribu, billets petit prix, qu'on avait déjà en place l'an passé, et puis les billets aussi de groupes scolaires, de sortie scolaire, de la maternelle jusqu'au lycée, avec le tarif de 1 € par enfant ou par accompagnateur. Donc voilà, on a aussi, dans le cadre des nouveaux tarifs, installé le pass abonné télétravail. C'est quelque chose de complètement nouveau, mais tellement on a vu comment le télétravail avait pris une place énorme dans la vie quotidienne. On a donc eu l'idée de sortir un pass abonné télétravail avec des formules qui sont de 20 ou 30 voyages par mois, c'est-à-dire en fonction des besoins de déplacement. Voilà, c'est une formule accessible financièrement, le pass abonné télétravail. Par exemple, sur un parcours sur l'axe où on se trouve, entre Poitiers et Châtellerault, ça représente pour 20 voyages 60 € par mois. Voilà. Ça veut dire, si je compte de tête, 3 € l'unité. Donc quelque chose qui est véritablement adapté dans la forme et dans l'usage, j'allais dire. C'est-à-dire son coût. Voilà pour le pass abonné télétravail. Alors, nous sommes en région engagés dans un processus de démarche Optim'Terre sur 5 lots et territoires qui font la Nouvelle-Aquitaine. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la démarche Optim'Terre sur cet axe-là, puisqu'il fait partie du lot numéro 1 qui n'est pas encore engagé. Il y a la démarche qui a déjà, je dirais, trouvé sa vitesse de croisière. C'est le cas sur le lot 3. C'est aussi bien avancé le lot 4. Et puis là, on est en train de vraiment avancer, d'engager les choses, on va dire, sur le lot 2, Aix-Limousin, en gros, et le 5, le Sud-Aquitaine. Voilà. Voilà un peu comment se présentent les choses devant nous. Donc, il y a eu des choses extrêmement importantes du point de vue de l'augmentation du nombre de trains, je tiens à le préciser, et d'une nouvelle adaptation des horaires aussi, et du nombre et des circulations aux besoins des usagers. C'est vraiment un processus de concertation que la question de la mise en place de Optim'Terre. Voilà. Concertation en interne, concertation avec la SNCF, et aussi concertation ouverte aux associations d'usagers et à tous ceux qui veulent apporter leur concours à cette réflexion-là. Alors, des investissements dans le matériel
on est dans une démarche plus globale, hein, qui s'appelle Néoterra, qui ne concerne pas que le ferroviaire, des co-responsables, quoi, hein, et qui concerne sur la question du matériel ferroviaire à aller vers la dédiélisation des TER, c'est-à-dire le retrait des moteurs diesel, pour les remplacer par des batteries rechargeables, voilà, et puis aussi, alors avec un objectif, une pré-série, une première série en 2023, et puis un train Régiolis hybride, une technologie complètement nouvelle et innovante, qui est celle qui consiste à récupérer de l'énergie de freinage pour faire une économie d'énergie, de consommation d'énergie sur le matériel. Et celui-ci, il est dans l'ambition d'avoir une première circulation en 2022 sur les matériels qui existent aujourd'hui. Donc il y a une forme de révolution importante, hein, sur le matériel de traction, hein, puisque ce sont des matériels, ce ne sont pas des matériels remorqués, hein, ce sont des matériels moteurs, et donc de traction du train. Donc là, il y a des échéances auxquelles la Nouvelle-Aquitaine est très, très engagée et participe à la réflexion avec les industriels et la SNCF sur ces questions-là. Voilà. Les investissements dans les gares TER. Alors, il y a un programme pluriannuel d'investissement qui est engagé pour améliorer les services en gare, hein, l'information aux voyageurs en temps réel, et puis une mise aux normes de l'accessibilité des arrêts prioritaires définis au schéma directeur d'accessibilité d'ici 2024. Il y a un certain nombre de gares qui sont déjà engagées en termes de travaux sur la question de la mise en accessibilité. On a en même temps parfois la mise en place de pôles d'échange multimodaux. Bon, il y a des endroits où ça existe déjà, mais il y a plein d'endroits où c'est en réalisation ou en vue d'être réalisé. Alors on a plusieurs exemples. Je m'en tiendrai par exemple à celui sur la ligne de Ruffec, hein, sur la question de la mise en accessibilité, qui est une obligation légale, qui apparaît un peu tardive pour certaines collectivités, puisque effectivement le programme s'est un peu décalé dans le temps, hein. Je ne sais pas si ça tiendra avec l'échéance butoir de mise en accessibilité des gares. Ça passe par une concertation importante avec la collectivité locale, ce genre de choses. Moi, je tiens à ce qu'on associe le plus tôt possible, y compris en termes d'information, en commençant par en termes d'information, j'allais dire, les élus locaux sur la programmation. Ça ne leur vient pas spontanément à eux, hein, la programmation de la mise en accessibilité de leur gare. Parce qu'il y a une question de mise en accessibilité intérieure à la gare, les quais, les souterrains et ces choses-là, mais il y a aussi des questions d'accessibilité, du coup, qui sont la mise en accessibilité d'arriver à la gare. Parfois, ce n'est pas toujours tout ça très plane, c'est le cas de dire, et de niveau. Et on a une attention particulière à apporter, parce que ce n'est pas un effet de mode, hein, la question de l'accessibilité, c'est un effet de permettre aux gens, et notamment aux gens qui ont des difficultés de déplacement et de mobilité, sans pas forcément être handicapés d'ailleurs, mais en plus il y a aussi les handicapés qui regardent ça de près, à pouvoir effectivement accéder au train. C'est pas simple pour un certain nombre d'entre eux aujourd'hui, à un certain nombre d'endroits, de pouvoir accéder au train compte tenu des difficultés de déplacement que les infrastructures offrent. Voilà. Alors, les investissements dans le réseau ferroviaire, il suffirait à lui-même, je le dis devant Olivier, il suffirait à lui-même pour mobiliser, et il mobilise nombre de réunions. C'est clair, et c'est ce qui se passe d'ailleurs. Ceci dit, je crois qu'il faut qu'on se félicite que, bon, on n'est pas sur un axe dégradé ce soir. Ça arrive, hein, qu'on soit sur des axes en souffrance du point de vue de l'état de la voie et en souffrance du point de vue de la mise en œuvre, hein, toujours attendue et toujours un peu plus lointaine d'un certain nombre de travaux, même si de grands chantiers se sont réalisés sur le réseau Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, il y a le fameux PDIFR, hein, à plein rail, dans un langage peut-être plus facile à comprendre, c'est la même chose, voilà, qui consiste à ce que on engage en Nouvelle-Aquitaine un plan de régénération de nos lignes en difficulté, une programmation de celle-ci, assortie d'un engagement financier du Conseil régional à hauteur, qui a été fixé à hauteur de 532 millions d'euros d'ici 2027. C'est-à-dire, c'est 6 ans, c'est pas très lointain, hein, voilà. Avec une exigence, c'est qu'il n'y ait pas de fermeture de ligne ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine, ce qui est déjà le cas, hein, puisque nous avons 2 lignes qui, en tout ou partie, je ne vais pas détailler, hein, une en Corrèze et l'autre en Charente et Haute-Vienne, sont affectées aujourd'hui par une dégradation de l'état de la voie qui a conclu sur une fermeture de la circulation des trains. Pour autant, bon, il y a un prolongement du contrat de plan État-région qui est prévu sur 2 ans. Donc c'est aussi l'endroit où on pose les choses en matière d'engagement sur les financements et les travaux d'infrastructure. Voilà, l'avenant numéro 8 au CPER, dans le cadre du plan de relance, ça a été de préciser quoi? Ça a été de préciser un abondement exceptionnel de la région pour accélérer les travaux. Il y a 2 lignes qui ont été retenues, voilà, comme étant celles en situation de pouvoir engager des travaux dans un délai relativement modeste, voilà, et qui, compte tenu de leur état, le nécessitent. Voilà. Il s'agit de Niort-Sainte et il s'agit de Poitiers-Limoges. Voilà. Avec un abondement financier important de Nouvelle-Aquitaine sur ces travaux. On n'est pas concerné ce soir par ces 2 axes, mais il faut savoir quand même que voilà, s'il n'y a pas d'opération de prévue sur Angoulême jusqu'à Tours, compte tenu de ce qu'on disait tout à l'heure, il n'empêche que je dirais que de chaque côté, quoi, on est concerné par d'importantes régénérations de voies qui souvent d'ailleurs sont des lignes en correspondance avec la ligne Tours-Bordeaux, hein, puisque de Limoges, en arrivant à Poitiers, on touche à la question de la correspondance, et puis de Niort également, quoi. C'est clair, quoi. Voilà. Voilà, des investissements dans le réseau ferroviaire. Alors, par rapport aux questions qui sont liées à la desserte fine du territoire. Alors, ça ne nous concerne pas, forcément, bien sûr, hein, on n'est pas dans une desserte, je veux dire, dégradée et à problème, mais ceci dit, on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, une ligne en Corrèze qui est Brive-Limoges par Saint-Thierry-la-Perche, si ça vous situe, dont la partie centrale est fermée, et donc on va vers la régénération de la ligne pour que les trains y circulent à nouveau. Donc, Nouvelle-Aquitaine a décidé de prendre à son compte cette ambition-là et d'en assurer la maîtrise, d'ailleurs. Bon, ça va faire l'objet, il faut que ça se traduise d'une manière plus concrète, enfin très concrète, je veux dire, et on va avoir un comité de pilotage bientôt, d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la desserte fine du territoire. Par rapport aux lignes régionales, appelées plutôt dans la présentation, là, ligne locale, quoi. Hein, voilà. Alors, les lignes locales, elles sont toutes locales et régionales en même temps, parce qu'il y a un effet réseau, et donc elles sont toutes connectées. Donc, ce qui veut dire qu'il est difficile de traiter séparément la performance de la ligne, parce qu'après, c'est la performance du train qui est forcément posée, quoi. En termes de temps de parcours, de vitesse autorisée, de nombre de circulations. Voilà, le travail sur le réseau n'est pas une fin en soi. Il est à quel usage, effectivement, il est destiné. C'est vraiment quelque chose qui est marié avec la question
de la remise en état de l'infrastructure. Voilà, vous l'avez compris, le réseau structurant, nous sommes dessus, bien sûr. Voilà, ensuite, on nous donne quelques chiffres qui sont toujours intéressants à connaître, parce que ça situe l'importance du trafic sur la ligne. Sur la partie nord, c'est-à-dire Poitiers-Châtellerault-Tours, il faut y mettre Châtellerault, parce qu'il y a certains trains qui sont terminus au point de départ Châtellerault, depuis Poitiers, puis d'autres qui vont jusqu'à Tours. On est à 1738 voyageurs jour en moyenne, du lundi au vendredi. Et puis, on est sur un niveau de fréquentation, donc, du lundi au vendredi, qui est autour de 70 personnes par train, ce qui est un niveau de fréquentation assez soutenu quand même, plutôt soutenu, quoi. Voilà, on a sur la ligne 12, c'est-à-dire au sud, la partie Angoulême-Poitiers, presque 1000 voyageurs jour, 963, voilà, avec un niveau qui tourne autour d'une soixantaine de personnes en moyenne aussi. L'usage du TER est installé dans la vie de cette ligne et des déplacements qu'il peut y avoir. Et je veux dire, c'est un facteur qui fait sa vie depuis plusieurs années. Voilà. Alors là, je passe la parole à Peggy. Oui, merci Monsieur Aymon. Donc on va parler qualité de service. Bon, la qualité de service, vous avez la comparaison avec le réseau TER Nouvelle-Aquitaine. Donc sur les lignes 11 et 12 qui nous concernent, la qualité de service, on peut le dire, est bonne. Elle est en augmentation par rapport à 2020, notamment en termes de régularité des trains, puisque sur Poitiers-Tours, nous sommes à 97,7% de trains à l'heure. Et sur Poitiers-Angoulême, nous sommes à 96,8% de trains à l'heure. En termes de suppression de trains, on a une petite augmentation sur Poitiers-Tours, puisqu'on est à 2,1% de trains supprimés, légère augmentation par rapport à 2020, qui s'explique pour la grande majorité par le fameux week-end de givre que nous avons eu en début d'année, qui a complètement bloqué la gare de Poitiers et la desserte vers Tours. Alors certes, Angoulême en a subi aussi les conséquences, mais un peu moins. Et puis, on a eu aussi un incident avec un fret sur cet axe-là qui nous a quand même engendré quelques suppressions de trains. On a une fuite de matière dangereuse à ce niveau-là. Et donc, voilà, ça représente plus de la moitié des suppressions, d'où cette hausse explicable. En tout état de cause, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que la qualité de service des clients, elle est également très très bonne. Là, la dernière vague d'enquêtes clients qui ont été réalisées sur le 3e trimestre montre des satisfactions clients autour de 95% pour les Poitiers-Tours et 98% pour les Poitiers-Angoulême. Donc ça veut dire quand même que les clients sont satisfaits et les chiffres là que je viens d'expliquer, ils sont tout à fait en cohérence. En termes de fréquentation sur Poitiers-Tours, alors pour vous repérer, nous avons la courbe grise qui est celle de l'année 2021 en termes de fréquentation. Alors pas étonnant que sur ce premier semestre, nous soyons largement en dessous de la courbe bleue qui représente 2019. Mais évidemment, on a beaucoup moins de monde dans nos trains. Le télétravail, le Covid sont passés par là. La crise sanitaire a bien marqué son empreinte. Et donc, évidemment, on a moins de voyageurs sur le premier semestre sur cette ligne. Bon, et puis, on peut constater aussi au mois d'avril là, ce petit pic vers le bas qui est expliqué par un plan de transport adapté suite au 4e confinement. Et donc, forcément, moins de trains, moins de clients puisque confinement. Sur la fréquentation de cette ligne, la ligne Poitiers-Tours, on est à 78% d'occasionnels et 22% d'abonnés. On est en écart important par rapport à 2019, puisque c'est vraiment une année de référence pour nous. On avait beaucoup plus d'abonnés, mais c'est tout à fait logique avec la crise sanitaire qu'on vient d'expliquer. Vraiment, on constate partout sur le territoire que les abonnés sont beaucoup moins nombreux dans nos trains et que du coup la part des occasionnels augmente fortement.
C'est à peu près le même scénario sur Poitiers-Angoulême, où là également on a une tendance à la baisse sur le premier semestre, bien évidemment par rapport à l'année 2019. Et puis en termes d'occasionnels abonnés, là on a une répartition aussi un peu déséquilibrée par rapport à ce qu'on connaissait. 74% d'occasionnels et 26% d'abonnés. Voilà, la chute des abonnés se confirme sur toutes nos lignes. Le petit point positif, c'est que en juillet et en août, les premières estimations montrent que les clients sont revenus dans nos trains. La fréquentation a fortement augmenté. Et donc ça, c'est vraiment très, très encourageant. Ça veut dire que les gens ont eu envie de train et ont pris le train, en tout cas sur ces axes-là, mais partout ailleurs. Donc c'est quand même un signe très positif que la vie reprend son cours normalement. Voilà. Bien, merci. Oui, merci Peggy de tous ces éléments. J'ai tenté de dire, question un peu sur le pourcentage, les 2% de suppression. Voilà. 2%, c'est significatif. Je veux dire, il y a eu des raisons qui ne sont pas coutumières d'avoir ce niveau de suppression. Je voudrais bien avoir les explications là-dessus. Alors, comme je le disais, pour la moitié déjà de ces 2%, donc pour 1% à peu près, on a eu ce fameux week-end de givre où on a vraiment supprimé énormément de trains. On a eu également un problème de fret sur cet axe-là où on a aussi supprimé pas mal de trains. Donc ça explique à peu près 1% des suppressions. Pour les autres causes de suppression, elles sont un petit peu comme on peut retrouver partout ailleurs sur les axes à hauteur de 1% des trains supprimés, sur nos axes en tout cas en Poitou-Charentes, surtout liées à des problématiques de malveillance, de colis suspects, des problématiques matérielles, dysfonctionnement de matériel, et puis on a eu aussi quelques petites restitutions tardives de travaux sur Poitiers-Tours à quelques occasions. Et donc, ce qui fait que forcément, ça génère des suppressions de trains quand on ne peut pas faire circuler les trains qu'on attendait. Voilà. Et puis enfin, on a eu aussi, pour la dernière cause, mais là c'est vraiment très très minime en termes de pourcentage, on a eu aussi des agents qui ont été malades, isolés, du jour au lendemain. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on essaye bien évidemment de trouver un conducteur pour faire circuler un train et puis un contrôleur de train. Mais dans cette période de crise sanitaire, c'était parfois un peu compliqué quand on avait plusieurs agents qui étaient placés en isolement ou qui tombaient malades du jour au lendemain. Voilà. Bien, merci. Ensuite, on va passer aux infrastructures. Alors, sur la partie infrastructure et donc sur les principaux travaux qui vont être réalisés entre Tours et Angoulême sur l'année 2022, donc on l'a dit, on est sur une ligne performante, et cela explique en partie la bonne qualité de service que nous avons sur ces lignes TER. Il est cependant nécessaire pour conserver cette bonne performance de réaliser des travaux, et SNCF Réseau sur cette ligne structurante investit massivement. Donc pour 2022, si je pars du nord de la ligne, donc plutôt, on n'est pas sur le territoire Nouvelle-Aquitaine, mais en tout cas on est sur la ligne 11, donc ça vous concerne directement au niveau du TER. Donc on a une opération de maintenance de la voie, de la caténaire et sur les services électriques qui va se réaliser sous la forme d'une opération coup de poing. Alors une opération coup de poing, c'est une opération ciblée dans le temps, en l'occurrence ici sur 48 heures, positionnée sur des week-ends, alors qui peuvent déborder sur un peu en dehors des week-ends, mais sur lesquels nous avons une interruption complète des circulations, mais qui est prévue à l'avance et qui est organisée et qui permet de limiter quand même les impacts dans le temps et de pouvoir réaliser des opérations courtes de la meilleure des façons. Donc sur la partie entre Tours et Poitiers, c'est les seuls travaux structurants que l'on va avoir en 2022.
Sur la partie au sud de Poitiers, alors on a quelques belles opérations en 2022 qui sont réparties toute l'année entre Poitiers et Angoulême. Alors là, on est principalement sur des opérations de renouvellement d'appareils de voie, de renouvellement de la voie, de renouvellement du ballast. C'est vraiment dans des logiques là, de viabilité de la ligne et in fine, bien entendu, de la qualité, de la performance des trajets au quotidien. Ce sont des opérations qui peuvent être lourdes, mais qui sont programmées de façon quand même à minimiser les impacts sur les voyageurs du quotidien, sur les trajets du quotidien, et notamment en essayant de préserver au maximum les déplacements domicile-travail, donc sur les horaires de pointe. Et donc sur toutes ces opérations, on a deux typologies de chantiers qui sont positionnés. Tout d'abord des travaux de jour sur des périodes qui sont assez longues, mais qui sont positionnés en milieu de journée, principalement de 10h à 15h, et qui au final ont très peu d'impact sur les circulations, puisque ça engendre un aller-retour supprimé sur la journée entre Poitiers et Angoulême, et en l'occurrence un aller-retour de milieu de journée avec des départs de Poitiers et d'Angoulême sur les coups de midi et demi, donc encore une fois en préservant les pointes, les heures pleines et donc les trajets domicile-travail. Deuxième typologie d'opération, encore une fois, donc des opérations coup de poing. Donc vous en avez le détail sur la présentation. Donc des opérations qui permettent vraiment de cibler sur une période courte de la réalisation de gros travaux et de pouvoir les réaliser avec une interruption complète pendant plusieurs heures, avec quelquefois des déposes de voies, voilà, ou des choses qui permettent de faire des opérations beaucoup plus lourdes. Et donc, pour rentrer dans le détail, donc nous avons des renouvellements d'appareils de voie, de ballast sur Saint-Saviol, renouvellement d'appareils de voie sur Luxé. C'est un report de travaux qui n'ont pas pu être faits en 2020 du fait de la crise sanitaire, et des renouvellements d'appareils de voie et de ballast sur Ruffec. Une quatrième opération va avoir lieu sur le pont-rail du Petit Allier, entre Vivonne et Enchèvelon. Là encore, sur des typologies de travaux de jour, entre 10h05 et 15h05, et des opérations coup de poing, avec une dépose de la voie sur le coup, pour permettre donc la réfection de l'étanchéité de cet ouvrage. Donc voilà, encore de beaux investissements sur cette ligne en 2022, et encore une fois avec un objectif de vraiment minimiser les conséquences pour les circulations, pour les TER et donc pour les usagers. Bien, merci. Ensuite, on va passer aux travaux en gare, et c'est Catherine Delagarde qui va nous expliquer. Merci beaucoup. Donc, dans les gares TER, c'est normal que j'ai un écho. Donc, dans les gares TER, donc un programme assez complet sur ce territoire, puisque nous avons d'une part signé avec la région une convention de modernisation des haltes. Et donc, la première partie commence effectivement sur 2021-2022 par un nombre important de haltes sur votre territoire, à savoir Dissé, Nerpuy, Ingrande, La Tricherie, Danger et Les Ormes, qui seront rénovées entre 2021 et 2022. Les autres haltes... Oui. Je vous coupe plus parce qu'on ne vous voit pas. Je ne sais pas si vous pouvez... Vous ne me voyez pas? Ah, on vous entend, mais okay. on ne vous voit pas. D'accord. Je pense que ce sera plus agréable si on peut vous voir. Bien sûr, bien sûr. Je n'avais pas fait attention, je vais couper la caméra. Donc, je disais, les haltes qui ne seront pas réalisées en 2021 et 2022 le seront les années suivantes. Donc, dans ce programme de réfection des haltes et selon le besoin,
globalement, on reprend l'ensemble des quais, on revoit l'éclairage, le confort d'attente avec des bancs, mais aussi la signalétique et on installe des abris vélos sécurisés et individuels. Vous en avez ici une image. Donc ces vélos, chacun, donc celui qui arrive prend un vélo, il le met à l'intérieur et avec un cadenas, donc il le ferme avec son propre cadenas, il ferme l'enclos. Donc voilà pour le programme de rénovation des haltes. Ensuite, nous avons un projet qui a démarré il y a un an environ. C'est le projet de création d'une halte au nord d'Angoulême, dans ce qu'on appelle maintenant le périurbain de la gare d'Angoulême. Nous avons fait un premier rendu d'études et nous avons maintenant entrepris la réalisation des études préliminaires sur la création de cette halte pour des travaux envisagés débuter en 2025. Donc, pour l'instant, la convention qui a été signée avec la région, la communauté de communes de Cœur de Charente et la commune de Vars prévoit simplement que la réalisation de ces études. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler au fil des années à venir. Ensuite, autre convention également signée avec le conseil régional, une convention d'envergure, puisqu'il s'agissait de déployer de l'information voyageur dynamique sur l'ensemble du territoire. Donc, ce sont par le biais d'afficheurs légers. Là, vous avez la liste, je ne vais pas les énumérer toutes, mais vous avez la liste de l'ensemble des points d'arrêt qui sont cités. Qui seront ou sont déjà équipés de ces afficheurs légers au cours de l'année. On peut passer à la page. Merci. Comme Monsieur Aymon le faisait remarquer tout à l'heure, il y a aussi un grand programme de mise en accessibilité des quais et c'est un vaste programme parce que c'est aussi un vaste budget. Donc, on a parlé tout à l'heure de la gare de Ruffec, qui est actuellement en cours de travaux et qui a commencé donc en février et qui devrait s'achever en novembre cette année. Donc, avec la réfection des quais, la création d'une passerelle équipée de 2 ascenseurs pour permettre justement la traversée des voies par des personnes ou lourdement chargées ou handicapées provisoirement. Le renouvellement, bien sûr, de l'ensemble du mobilier de quai avec des abris, de la signalétique et du confort. Et puis, on en a profité aussi pour donner un petit coup de peinture sur la marquise et les garde-corps pour finir l'ensemble de ce site et qu'il ait vraiment un air de jeunesse. On continue avec la gare là c'est plutôt la prospective, donc la gare de Poitiers tout d'abord en 2023. Nous sommes cette année nous allons faire en 2022 finaliser les études et lancer la consultation des marchés pour pouvoir réaliser l'année suivante les travaux. Donc, ça augure quand même quelques perturbations, bien sûr, au niveau du flux de voyageurs dans cette gare. Et puis à Châtellerault aussi, donc des travaux de mise en accessibilité des quais. Là, pour 2024-2025, pour cette année, donc en 2021-2022, nous sommes encore sur la phase d'études. Et je terminerai avec l'amélioration du confort qui a été portée cette année en gare de Poitiers. L'accent a été mis par l'unité gare. L'unité gare, c'est le bras armé de Gare et Connexion pour toute l'exploitation de la gare et c'est eux également qui concourent à la propreté des bâtiments, à la propreté des locaux, mais aussi à la sécurité. Donc, je leur donne un coup de chapeau parce que franchement, c'est un sacré boulot. Donc là, ils ont tenu à mettre l'accent sur le confort en gare de Poitiers et renforcer notamment toutes les assises. On a quelquefois pas assez de place pour s'asseoir en gare. Là, franchement, c'est pas terminé. La première diapo que vous voyez là, en fait,
c'est une vue, non pas des travaux terminés, mais simplement une vue de synthèse. Donc, avec le long de ce couloir donc, qui mène ce qu'on appelle le hall intermodal vers l'accueil. Donc là, tout ce hall sera encore équipé, tout ce couloir sera encore équipé d'assises supplémentaires. Et on a aussi, bien sûr, donné un air moderne à tout ce mobilier puisqu'il est équipé de prises USB. Et pour donner en même temps une touche chaleureuse, on a installé ici dans le hall intermodal, on a réinstallé le piano qui permet à chacun de pouvoir s'installer et jouer librement quelques notes de musique. C'est toujours très agréable. Et on est toujours agréablement surpris lorsqu'on traverse un hall de gare d'entendre quelqu'un jouer du piano. Donc voilà, j'ai terminé pour cette partie. Expliquez-nous le système pour les personnes handicapées là, pour prendre le train, l'accès TER. Donc ici, ils vont pouvoir prendre en fait l'ascenseur. Mais ceux qui n'ont pas d'ascenseur, là, qui prennent le train... En toute autonomie. Alors, ceux qui ne n'ont pas les ascenseurs, là, c'est un service qui doit être demandé auprès du transporteur. Et je préfère laisser mes collègues transporteurs répondre à cette question. Ils le répondront plus complètement que moi. Parce que l'accessibilité, on en parle beaucoup dans les grandes gares. Ça, c'est comme la vente de billets, même si ça se réduit partout. Mais moi, j'insiste sur l'accompagnement des personnes pour pouvoir effectivement prendre le train d'un certain nombre d'endroits. On a vu la liste là, hein, de tous ces endroits là. On va mettre des panneaux très très bien d'ailleurs, c'est commencé, hein, indiquant le passage du train et en même temps aussi éventuellement son horaire décalé, hein, le passage. C'est une belle qualité de service parce que là, on associe le voyageur. Il n'est pas à la recherche de dire qu'est-ce qui se passe, etc. Et je trouve que ça, c'est un progrès énorme. Voilà. Parce que d'abord, il y a plein d'endroits où ils sont seuls sur le quai, ou presque. Et donc, c'est difficile des fois. Ils se posent des questions, il y a des jeux de correspondance derrière, il y a des choses. C'est une belle réalisation. Après, il se pose la question, effectivement, de pouvoir, quand on a un handicap physique ou moteur, de pouvoir prendre le train et être conduit à prendre le train. Alors, c'est ça que j'évoquais un peu, hein, Catherine. C'était plutôt ça dans ma tête. Alors, c'est le système accès TER. Hein. Voilà, mais je crois qu'il faut le rappeler, puisqu'il y a des usagers qui nous écoutent, là. Si, Peggy... Oui, effectivement, accès TER, c'est un système qui permet de faire une réservation quand on a un handicap, quel qu'il soit, et d'être pris en charge justement pour accéder au train et une fois arrivé, être pris en charge à l'arrivée du train. Donc effectivement, c'est quelque chose qui existe, qui marche bien et qui est complètement dans l'optique de se dire que le train est pour tous et accessible à tous. C'est pas réservé à ceux qui ont une carte du handicap. Non, non, pas du tout. Non, non, parce qu'il n'y a pas que les personnes qui ont un handicap reconnu qui peuvent s'en servir. Non, non. Ça peut être un handicap momentané. Hein. Absolument. Souvent, c'est comme ça d'ailleurs. Oui, puis ça peut être une situation de handicap qui est provisoire. Et voilà. Donc oui, c'est ouvert à plusieurs types de personnes. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose, Catherine, à nous dire? Non, j'ai fait le tour de l'actualité dans les gares pour ces deux lignes. Merci. Bien, merci bien. Alors, on va passer aux principales évolutions de services sur nos lignes TER en 2021. Et donc, Grégoire Delecroix va nous présenter ses diapos. Merci.
Donc concernant les évolutions horaires, déjà pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, les horaires ont été mis en ligne directement sur le site de la consultation, donc les horaires du prochain service annuel qui débutera en décembre 2022. Donc c'est des horaires qui sont encore en cours de stabilisation et donc qui peuvent être amenés à être modifiés à la marge, disons. Mais vous pouvez d'ores et déjà les consulter sur le site de la concertation. Concernant, dans un premier temps, la ligne Tours-Poitiers, donc Tours-Poitiers, mais qui comprend aussi maintenant des trains qui font Angoulême-Châtellerault, et donc qui vont jusqu'à Angoulême. On a bien au service annuel 2022 un maintien de ces 8 trains diamétralisés Angoulême-Châtellerault qui viennent bien renforcer la connexion nord-sud et qui globalement ont été très appréciés par de nombreux usagers. Voilà, donc il y a eu quelques modifications des horaires de départ à Châtellerault. Donc vous voyez là les nouveaux horaires, donc à 6h30, 7h43, 16h39, 17h27 et 18h38. La principale raison donc, de ces modifications horaires, c'est la refonte de l'offre TGV qui interviendra en même temps au service annuel 2022. Et donc on a bien veillé à ce que les correspondances, notamment à Poitiers, avec les TGV, puissent continuer à être assurées. Et donc immédiatement, les modifications des horaires TGV ont entraîné des modifications des horaires de nos TER. Quelque chose qu'on retrouvera sur de nombreux trains des deux lignes. Concernant ensuite les horaires d'arrivée à Poitiers, on a eu une adaptation horaire de l'arrivée à Poitiers, donc avec toujours à peu près un train toutes les 30 minutes entre 7h et 9h15, toutes les 30-40 minutes. Donc vous avez là également les nouveaux horaires d'arrivée à Poitiers le matin, donc qui peuvent répondre à une grande demande pour le domicile travail et le domicile études. On aura également un maintien des créations du service annuel 2021. Donc on a eu en cours d'année en 2021, donc depuis le 30 août 2021 exactement, la création d'un aller-retour supplémentaire Tours-Châtellerault-Poitiers, donc avec un départ à 7h25 de Tours. C'est une création en fait qui a fait suite en 2017 la mise en service de la ligne TGV Tours-Bordeaux et qui a entraîné un creux d'offres à cet horaire. Et donc depuis 2017, on avait eu des demandes de création d'un nouvel aller-retour et d'un nouveau train en particulier sur ces creux d'offres. Et donc c'est une offre qui est effective depuis août et qui a été mise en place notamment grâce à un partenariat entre la région, le Grand Poitiers et le Grand Châtellerault, donc avec un cofinancement de ce renfort d'offres. Si on passe maintenant à la ligne Poitiers-Angoulême, donc on a également le maintien des trains diamétralisés, donc avec 4 départs d'Angoulême et 5 le lundi. Avec, on retrouve également, donc, comme évoqué précédemment, des modifications des horaires pour permettre des correspondances TGV qui soient optimisées et le plus performantes possible. On a également des adaptations des horaires au départ d'Angoulême le matin,
qui vont donc permettre une arrivée à Poitiers un peu plus matinale. Je pense notamment à l'arrivée à 8h43 à Poitiers, qui aujourd'hui est aux alentours de 8h53, il me semble. Et donc, on avait eu des remontées comme quoi c'était compliqué pour les personnes débutant à 9h. Et donc, ce train a été avancé également pour ces raisons. Concernant les départs de Poitiers, on a eu quelques modifications, voilà, de quelques minutes également pour les correspondances, et avec des arrivées à Angoulême à 7h21, 8h21, 9h25, notamment sur la pointe du matin. Concernant un point qui nous est également souvent demandé, qui concerne la liaison entre Ruffec et Paris le matin, on aura, à partir pour ce nouveau service annuel, donc à partir de décembre, donc toujours pour une arrivée du premier train du matin à 9h58, mais avec une optimisation de la correspondance qui va permettre d'avoir un temps de parcours en moins de 3 heures, qui offre donc une amélioration par rapport à ce qui était fait en 2021. On conserve également donc les liaisons de retour du soir avec, si je reprends le dernier train du soir, j'ai plus les horaires, mais avec un départ voilà, aux alentours de 18h de Paris pour une arrivée à 19h51 à Ruffec. Voilà ce qui peut être dit un peu sur les évolutions horaires du prochain service annuel. Bien, merci à Grégoire de sa présentation. Je crois qu'on va se retourner vers les questions posées par les usagers ou pas d'ailleurs, sur l'ensemble des sujets qu'on a soulevés dans ce comité de ligne, et notamment en dernière lecture, j'allais dire, à travers la question des horaires, de quelques modifications apportées, mais en même temps aussi d'améliorations qui ont été apportées en cette année 2021 et juste avant l'été, ce que évoquait Grégoire il y a quelques minutes. Voilà. Alors, première question. Serait-il possible de rajouter un horaire le matin sur la ligne Poitiers-Tours qui arriverait vers 8h, 8h30, afin d'avoir la possibilité d'arriver à Tours avant 9h. La seule autre option actuelle fait arriver à Tours à 7h16. Alors, qu'est-ce qu'on a comme service aujourd'hui ? Je vais reprendre donc celle qu'on a aujourd'hui. Donc sur Poitiers-Tours, on a donc le train qui arrive à 7h16 avec un départ à 6h08 de Poitiers, mais également un deuxième train qui permet d'arriver à 8h44 à Tours, donc avec un départ à 7h35. Et c'est des trains donc, qui sont maintenus au service annuel 2022, avec pas d'ajout supplémentaire, mais ça fait quand même déjà deux arrivées avant 9h. Peut-être une petite précision, ces trains circulent du lundi au vendredi, effectivement. Oui, bien sûr. Donc on est bien sur un départ, de Poitiers à 7h35. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Oui, 7h35, Châtellerault 7h55, et on arrive à 8h44 à Tours. Oui, il ne s'arrête pas à Saint-Pierre, celui-là. Il rentre directement à Tours. Hein. Voilà. Donc, comme la question était bien celle de Tours, voilà la réponse.
Question concernant les horaires. Tous les jours de la semaine, il y a 3 trains qui partent de Chasseneuil, du Poitou, pour Châtellerault, parce qu'il y a un autre Chasseneuil. 5h52, 6h58 et 7h53. Et le lundi, il y a 9h07 en plus. Oui, un peu plus tardif. Il serait bien que le train de 9h07 fonctionne chaque jour, voire un peu plus tard, afin de permettre aux personnes ayant des enfants à déposer à l'école de pouvoir prendre le train, ainsi que pour ceux qui travaillent. Moi, je ne comprends pas trop bien la question, mais bon, qui commence plus tard. Ah oui, d'accord. Oui, je comprends. Parce que sur l'heure de pointe, on a le service, et on nous demande quelque chose qui soit plus tardif. Voilà. Mais on est moins dans le créneau, moi je ne parle pas de jugement, hein, mais on est moins dans le créneau des fréquentations, des besoins du matin, quoi. Hein. Pour le retour de Châtellerault, le train est à 13h09, à mi-journée, ouais. Puis le suivant à 16h33. Il serait bien qu'il y ait au moins un autre train en milieu d'après-midi. Bon, c'est des demandes qu'on enregistre, hein, et puis qui sont regardées sur l'intérêt qu'elles représentent. Hein. Oui, tout à fait. Ensuite, quasiment tous les jours, des trains circulent sans contrôleur sur les lignes Poitou-Charentes. Il n'y a plus de Poitou-Charentes, notamment Poitiers-Tours et Châtellerault-Angoulême, conduisant même, si absence de contrôleur, à la suppression de certains arrêts, car quai trop court. Nous ne voyons pas d'amélioration de la SNCF. Pour la journée de demain, 3 trains sont déjà prévus circuler sans contrôleur sur la ligne Châtellerault-Angoulême. La SNCF est-elle transparente avec la région sur le nombre de trains sans contrôleur? Que prévoit la SNCF pour respecter la demande de là-haut à travers la convention? Des embauches sont-elles prévues rapidement? Bon. Bah, écoutez, oui, c'est vrai qu'on a une période un petit peu compliquée là depuis quelques semaines en termes de disponibilité de personnel. Bon, c'est quelque chose qui est provisoire. Bien évidemment, moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on ait des effectifs qui vont bien et qu'on n'ait pas ce genre de désagrément. Donc voilà, après, on rend des comptes, bien évidemment, à notre conseil régional, puisqu'on doit mettre un contrôleur par train. Et donc ça, c'est quelque chose qui fait l'objet d'échanges très régulièrement avec la région pour justifier pourquoi, dans certains cas, on ne met pas de contrôleur, quelles sont les raisons, on les explique. Évidemment, notre but, c'est de mettre un contrôleur par train quand tout va bien. Je prendrai cette observation, que c'est plus une observation, même s'il y a quelques questions à l'intérieur, comme un point de vigilance. Voilà. Je veux dire à cette personne et aux autres aussi, hein, qu'on a toujours eu des discussions très franches avec la SNCF sur la question de la présence du contrôleur. Et ça fait partie... on ne peut pas avoir des endroits sans point de vente et en plus avoir des trains qui circulent sans vendeur de billets. Pardon de le dire comme ça, mais j'ai toujours abondé, moi, sur cette forme-là parce que c'est complètement contre-productif. Et ce n'est pas simplement qu'une question de vente de billets. C'est la question aussi de qualité du service rendu, information, renseignement, et on parlait tout à l'heure de personnes en difficulté de mobilité. Bien évidemment, il y a des questions de sécurité dans le train, d'accompagnement des voyageurs. Enfin, il y a tout un ensemble de choses, quand on en a l'usage, qui font dire que le contrôleur a une place déterminante, parce que sans lui, il n'y en a pas d'autre, hein, auprès des voyageurs. Voilà. Donc la région là-dessus est extrêmement vigilante sur... voilà. Alors, le règlement peut permettre, de manière exceptionnelle, inopinée, dans le langage ferroviaire, de faire partir le train quand les conditions techniques, les contraintes techniques le permettent. Voilà. Parce que si les contraintes techniques ne le permettent pas, eh bien, c'est pas autorisé. Mais quand elles le permettent, c'est autorisé à ce que le train parte sans contrôleur.
ça ne peut être que effectivement de l'exceptionnel. Et les questions de ressources humaines qui sont souvent soulevées par les contrôleurs eux-mêmes d'ailleurs, à certains endroits, sont des questions extrêmement sensibles. On a eu à débattre de ces questions sur le Limousin pendant un temps, notamment sur le secteur de Limoges, parce qu'il y avait besoin de renforcer la résidence, puisque les contrôleurs sont, comme d'autres gens, affectés un peu par résidence. Là, on n'est pas sur la résidence de Limoges, on est sur la résidence d'Angoulême, qui doit être bien petite aujourd'hui, celle de Poitiers, un peu plus épaisse, voilà, et puis peut-être Tours. Je sais pas. Alors Tours dépend pas de nous, mais voilà. Effectivement, sur les résidences qui sont voilà. dans mon périmètre, voilà. moi, ma vigilance, c'est de faire en sorte d'avoir les effectifs au bon endroit pour assurer la commande. Voilà. Alors bon, voilà, je rappelle devant la SNCF, mais en même temps, au micro de toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous avez compris que c'est un sujet sur lequel il faut effectivement, je veux dire, rattraper les situations en défaut, quoi, quand même. Voilà. Question suivante. À Luxé, il n'y a ni guichet ni borne automatique. Militant pour l'accès des transports hors numérique, je refuse pour ma part d'avoir un smartphone, par exemple. Je trouve honteux que la seule alternative à Internet pour acheter son billet soit une majoration à bord du train, d'autant plus qu'il est indiqué à l'entrée de la gare qu'il est possible d'acheter son billet à bord. Je propose, j'imagine que ça veut dire je propose ensuite, bon, enfin, la question est formulée de manière très claire. On l'a déjà évoqué nombre de fois. Il est clair que tout voyageur, et je vais laisser après la SNCF répondre, mais ça aussi, ça fait partie des discussions qu'on a eues à un moment donné, qu'on a un peu moins maintenant, qu'on a eues à un moment donné. Il n'était pas question à ce que les gens se prennent... comment dire, des majorations, repose d'installer une borne sur le quai, oui, se prennent des majorations pour avoir pris le train à un endroit où il n'y a ni vente directe, ni appareil, ou appareil en panne. Il est clair que c'est le contrôleur qui juge, mais les consignes que j'ai retenues jusque-là, moi c'était clair, ça a même fait l'objet d'écriture, ce genre de choses. C'est qu'effectivement, les gens qui sont dans cette situation-là, ils payent le prix du billet normal. À condition de se présenter immédiatement lorsqu'on monte dans le train au contrôleur. Oui, tout à fait. Il faut se présenter spontanément au contrôleur du train pour dire on n'a pas de billet, il n'y a pas de moyen de distribution dans la gare. Voilà, ceci dit, quand on est tout seul à prendre le train à l'arrêt ou avec deux personnes, ils sont vite repérés. Oui, on fait un petit signe, oui, ils sont habitués. Oui. Parce que sur un TER, il n'y a pas une longueur de train qui permet de voir personne. Voilà. Nouvelle question. Je prends la ligne entre Châtellerault et Dissay tous les jours. Je me rends à la gare en vélo. Je dois emprunter tunnel plus escalier et il faut porter son vélo pour monter ou descendre. Lourd et dangereux. Il est à noter que l'accès au PMR est limité aussi plusieurs propositions. Disposer d'un vrai local sécurisé avec digicode en gare ou mettre des rampes pour que les vélos roulent dans les escaliers. Ou stationner le train sur le quai le plus proche de la gare. Accès PMR. Bon, mais c'est la question, effectivement. Oui, ben voilà, Catherine. Oui, donc j'en ai pour en parler, en avoir parlé donc avec l'unité gare, ils m'ont dit qu'ils allaient lancer un test de rampe pour les vélos et qui sera peut-être généralisé en fonction des conditions de sécurité.
Donc, comme ça, vous pourrez tester, enfin, la personne pourra tester l'utilisation de ces rampes spéciales pour les vélos. Le test sera en gare de Châtellerault, il me semble. Oui, c'est ça, en gare de Châtellerault. Bien. Ensuite, j'ai une autre question. J'habite près de la gare du Futuroscope. Le guichet est très régulièrement fermé au mois d'août, quasiment 2 semaines. Je voulais me renseigner pour les études de mon fils. Nous ne sommes pas prévenus avant, c'est dommage. Alors, oui, sur la gare du Futuroscope, effectivement, on a eu cet été, au mois d'août, en période de congé, un agent qui n'a pas pu tenir son poste pour des raisons médicales. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, on est obligé de fermer parce que la moitié de l'effectif est en congé et qu'on n'a pas pu le remplacer comme on pourrait le faire dans d'autres circonstances et dans d'autres périodes. Ensuite, pour finir, l'état du quai de la gare de Chasseneuil. Pour finir, l'état du quai de la gare de Chasseneuil est horrible. Avec les nouveaux TER, le quai est trop bas, une marche très importante pour monter et descendre. La peur de l'accident est présente. Soit quel délai comptez-vous remettre en état les quais et la passerelle en rehaussant le quai? Alors, réponse. Alors, donc, si je regarde mon programme de travaux, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure sur ce site, donc les travaux pour la gare de Chasseneuil sont programmés pour 2024. Bien, donc on a encore Oui. deux bonnes années, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais on ne peut pas tout faire à la fois. Hélas, on ne dispose pas de toutes les de tout le personnel nécessaire pour traiter toutes les haltes. Donc, Chasseneuil a été mis en 2024. Bien, merci. Ensuite, les horaires d'arrivée du matin du TER Angoulême-Poitiers ne sont pas adaptés aux usagers travaillant à Poitiers. C'est 7h29, 8h53, 10h06. Surtout le deuxième train du matin, qui arrive en gare de Poitiers à 8h53. Bon, celui-ci qui va arriver plus tôt. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec donc ce train qui arrive à 53, qui, à partir de décembre, arrivera à 43. Donc voilà. Notamment pour faciliter les personnes qui travaillent, qui commencent à 9h. Voilà la réponse. Donc à 2 minutes près, on est dans la réponse. Hein, puisqu'on nous proposait 41, ça sera 43. Donc ça sera, je crois, des minutes qui vont effectivement faciliter les prises de service sur 9 heures, quoi. Voilà. Ensuite, quels sont les premiers enseignements tirés de la mise en place de quelques TER diamétralisés entre Châtellerault et Angoulême en termes de qualité de production et de fréquentation? Cette évolution va-t-elle se poursuivre? Alors là, cette évolution va-t-elle se poursuivre? Oui, au SA22, hein, ça a été dit tout à l'heure. Voilà. Quelle satisfaction il y a et quelle fréquentation qu'il y a, moi je ne le sais pas. Non. Alors, disons que la difficulté actuellement, c'est que, on le disait tout à l'heure, en termes de fréquentation, on n'est pas au niveau optimal et normal encore. Ça revient progressivement. En tout état de cause, ce qu'on peut dire et ce qu'on entend des clients, c'est que c'est un vrai confort que d'avoir ces trains entre Châtellerault et Angoulême sans avoir de correspondance à Poitiers. Donc maintenant, il faut souhaiter que les voyageurs soient au rendez-vous puisque tout reprend. Il faut souhaiter que ce soit au rendez-vous. Quant en termes de qualité de production, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de souci majeur de production sur cet axe. Bien. Quels sont les premiers enseignements tirés de la mise en place? D'accord. Bonsoir, j'ai une question concernant le stationnement de vélos en gare de Châtellerault. Il y a un abri qui est ouvert, non sécurisé, non éclairé, régulièrement squatté,
Envisagez-vous des travaux? J'ai trop peur de laisser mon vélo en gare. Bon, il faut rassurer Sophie, là. Dans le programme travaux, non, je n'ai rien de tel, mais écoutez, on va le noter pour apporter une réponse et voir si c'est ce qui est prévu réellement. J'insisterai pour dire que dans une gare comme Châtellerault, effectivement, Oui, faut prendre des mesures qui sont pas celles des grands travaux, hein. Des mesures dans un délai correct. Souvent, ça nous arrive à plusieurs reprises, ça, hein, d'avoir des interpellations comme ça de gens qui disent attendez, moi le soir j'ai envie de retrouver mon vélo, quoi. Hein. Donc ça veut dire que des fois ça tient pas à grand chose, hein, pour que ça soit ainsi, quoi. Donc moi je pense, Catherine, que faut aller voir la situation effectivement à Châtellerault, quoi, hein, pour que les gens puissent être encouragés avec leur bicyclette à venir à la gare se déplacer, quoi. oui, oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Je ferai le point sur ce sujet. Bon. Ensuite, depuis 3 ans, la SNCF a mis en place des cartes Modalis sur lesquelles nous sommes censés charger les abonnements. On peut faire les achats sur Internet ou bien sur une borne, et ensuite il faut obligatoirement une borne pour activer l'abonnement. Sur Chasseneuil, il n'y a pas de borne, ni à la gare du Futuroscope. A priori, peur des dégradations. Les usagers attendent qu'une borne soit installée dans la gare du Futuroscope. Dans le hall de la gare, oui, Futuroscope. Alors, voilà. C'est Catherine là qui répond. Ou toi, tu peux répondre. Peut-être dans la partie modaliste. Non, c'est... Non, effectivement, je prends la question. Là, de toute façon, je regarderai, je ferai le point pour voir s'il est possible d'installer effectivement une borne de validation de Modalis sur Futuroscope. Oui, j'allais dire, c'est une question, c'est quasiment une question d'usage. Hein, pour avoir l'usage de Modalis, il faut qu'il y ait une borne. Et à ces endroits, ça semble incontournable, j'allais dire, hein, compte tenu de l'usage des différents moyens de transport, quoi. Hein. C'est un bon rappel de nous dire des choses comme ça, parce que finalement, c'est plus attendu qu'on pourrait l'imaginer. Ensuite, c'est quelqu'un qui revient nous voir. Belle amélioration de la signalétique aux armes. Les voisins à proximité des voies se plaignent des tututes de chaque passage de train. C'est chouette, un train qui klaxonne. TER comme TGV. Pourrait-on agir pour réduire le son, voire le supprimer, pour les trains qui ne s'arrêtent pas? Remerciements. Jacques Sabourin. Numéro de téléphone. Je ne le lis pas. Hein. Voilà. Alors, s'il y a moi, je ne vais pas répondre à la place de la SNCF, mais s'il y a une obligation sécuritaire de klaxonner, elle se fera. C'est comme ça. On ne klaxonne pas au gré, sauf quand on connaît quelqu'un, mais ça, c'est autre chose. Sinon, il y a des plaques S qui indiquent, pour des raisons de sécurité, le besoin de klaxonner. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est le cas à cet endroit-là, mais bon, pour un prix note. Oui, après, effectivement, il y a selon certains signalements, suite à certains signalements dans certaines gares, il y a des groupes de travail qui se mettent en place pour essayer de regarder quelle est déjà la problématique. Est-ce qu'on est dans une problématique réglementaire, comme vous venez de le signaler, ou alors est-ce qu'on peut être dans des cas entre guillemets d'abus? Il faut regarder tout ça, ce qui est très rarement le cas quand même, je rassure. Et après voir les aménagements qui sont possibles, que ce soit en termes d'usage ou en termes de travaux qui pourraient faire en sorte que il n'y ait pas de bruit qui se propage. Donc là, sur ce cas précisément, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose d'engagé. Il faudrait vérifier effectivement. Ensuite,
Une gare fermée ne peut pas être vendue à une commune, par exemple, qui pourrait être intéressée. Des gares, des bâtiments, enfin ex-gares, qui ont été vendus aux communes, il y en a plein. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est une chose qui s'étudie en fait, parce que quelquefois à l'intérieur de ce bâtiment, il reste aussi des installations ferroviaires qu'il convient de déplacer. Et là, ça a un coût assez important. Donc, ça se voit au cas par cas en fait. Donc, il faut que cette personne, elle se manifeste et dans ces cas-là, on étudiera tout à fait sa demande. Bien. Ensuite, concernant les équipements, il y a de plus en plus de voyageurs avec des vélos, des trottinettes, et il n'y a pas d'adaptation au niveau des TER. Il y a donc des vélos au milieu des allées, où les toilettes et les contrôleurs rouspètent. Beau est-il y avoir avec des espaces pour les vélos, donc en moins pour les voyageurs, je fais le commentaire en plus. Dans la plupart des trains, il y a un seul emplacement, 5 places, ou bien même un emplacement ski. Oui, enfin chez nous, un emplacement ski, je ne vois pas trop, enfin, pas sur cette ligne en tout cas. Il serait bienvenu, en vue de l'évolution de la société avec les nouvelles mobilités, que les gares soient aménagées, car malheureusement, il y a des escaliers partout. Il faudrait des plans inclinés, cela servirait aussi aux valises à roulettes. Merci, madame. Alors, ça relève des améliorations de confort et de déplacement à l'intérieur des gares. On a un peu évoqué tout à l'heure, et dans les trains. Dans les trains. Et il est clair que dans les trains, ils ne sont pas extensibles. Hein. Il y a la gestion du nombre de personnes et il y a la gestion des matériels qui accompagnent parfois les personnes. Je ne parle pas des valises, là, parce qu'il y a aussi ça. Mais il y a la gestion, effectivement, des vélos ou autres planches ou trottinettes, etc. Il faut trouver une place pour tout ça. Parfois, c'est un peu compliqué, hein, compte tenu du nombre, compte tenu de la fréquentation. C'est la fréquentation qui est le facteur sensible sur ces questions. Parce qu'effectivement, s'il y a un nombre, voilà, enfin, j'allais dire raisonnable, non, il n'y a pas de raisonnable, mais un nombre relativement important, peu important de voyageurs, tout le monde trouve sa place. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai que dans des situations de déplacement plus quotidiens, et c'est là, des fois, qu'on trouve les personnes équipées d'un autre moyen de déplacement, eh bien, c'est pas facile, mais le contrôleur est le seul habilité pour juger de la question de la sécurité des voyageurs et de la place de chacun. Je crois qu'il faut se confier à ça. Les matériels, le constructeur est souvent l'objet de demandes pour évoluer dans le domaine des places, réservées pour accueillir notamment les vélos. Je crois que ça a beaucoup évolué par rapport à ce que nous connaissions il y a encore quelques années. Mais dans quelle proportion après ça peut encore évoluer? Les matériels ne sont pas dédiés non plus à une ligne ou à une gare. Ce qui veut dire que dans certains cas, le même matériel peut effectivement suffire à un certain nombre de choses comme ça, répondre à un certain nombre de besoins de ce style, mais dans d'autres cas, pas. Voilà. Parce que le lendemain, il va aller sur un autre secteur qui ne ressemble pas, en termes de fréquentation et en termes d'équipement que les personnes peuvent avoir avec eux, à ce que l'on trouve. Donc, il faut trouver un équilibre, quoi. Il faut trouver un équilibre. Je pense que c'est un sujet qui fait sa vie, parce que de plus en plus, il est posé comme la recherche d'une solution. Et y compris, d'ailleurs, au point d'arrêt des trains, parce que, bien évidemment... la question forte, la solution forte quand même, c'est celle qui consiste à ce qu'il y ait des vélos, possibilité de mettre son vélo, ça a été soulevé tout à l'heure, de manière sécurisée, le retrouver, et donc ne pas le monter dans le train, mais avoir une solution effectivement de mobilité à destination de la gare. C'est un peu là que... alors il y a des endroits, il y a des régions qui ont énormément avancé sur ces pistes-là, et où effectivement...
la solution vélo est à portée de main, sans pour autant en transporter un dans le train. Bon, après, les agglomérations sur les politiques de mobilité, elles aussi, elles sont très investies sur ces questions-là. Elles évoluent au gré, je dirais, de ce que les populations réclament. Pour autant, est-ce qu'on n'est pas un peu à la course? Il n'y a pas un peu une course contre la montre, hein? Moi, je le pense un peu, des fois, hein, dans certains cas, hein, puisque c'est surtout pas généralisé. Hein. Mais dans certains cas, c'est vrai qu'on voit évoluer le déplacement des personnes équipées d'un autre moyen de locomotion, notamment les vélos, sans pour autant qu'on soit en mesure, je veux dire, d'accueillir tout le monde, quoi. Bon. Jusque-là, je crois que les choses ne sont pas passées sur cet axe de façon dramatique, hein. Mais pour autant, c'est vrai que ça reste une question qui, dans tous les comités de ligne, et depuis plusieurs années, hein, est venue d'une manière systématique, on peut le comprendre. Ensuite, alors, pour partir à Bordeaux le matin, ok, mais le soir, pas possible de retourner à Saint-Saviol. Ah. Je regarde. Saint-Saviol, c'est au nord. Ça. Du coup, Saint-Saviol. Alors le soir, donc il y a des trains donc, qui arrivent à 17h15 et 18h07. On va regarder si la correspondance se fait avec le TGV. Saint-Saviol. Oui, j'ai un départ à 18h23 de Bordeaux en TGV avec une correspondance à Angoulême et une arrivée sur Saint-Saviol à 20h18 actuellement. D'accord. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire qu'il faut... Ça, c'est le dernier train de la journée. Hein. Voilà. C'est le dernier retour à un départ de Bordeaux à 18h23. Voilà. Donc, c'est bien possible de rentrer le soir à Saint-Saviol. Après, je ne connais pas l'horaire exact de la personne qui pose cette question, mais il y a bien des possibilités qui sont permises par le plan de transport. Donc, c'est un TGV Bordeaux-Angoulême. Oui. Et à Angoulême, je prends le TER pour Saint-Saviol. Tout à fait, oui. Il n'y a pas TER plus TER, non? Je regarde. Non, pas qui permettent de rentrer. Hein? Non. Pas qui permettent de rentrer fin de journée. D'accord. D'accord. Bien, merci. Alors ensuite... Il est impossible de payer en espèces sur l'unique borne en gare de Châtellerault, ce qui est gênant le matin de bonne heure quand les guichets sont fermés. Est-il prévu d'en installer une? Merci. Alors, sur les bornes, il ne me semble pas qu'il soit prévu. Enfin, c'est que du paiement en carte de crédit. Donc la question se pose plus sur les horaires d'ouverture de guichet. Il n'y a pas de modification horaire de guichet de prévu à Châtellerault, à ma connaissance. Non, non. Oui, c'est pas comme le stationnement en ville. Hein. On ne peut pas mettre de pièces, quoi. Oui, c'est ça. Les bornes prennent que la carte bleue. C'est vrai que ça peut poser un problème le matin pour quelqu'un qui effectivement... peut payer son déplacement avec quelques pièces, parce que c'est pas si volumineux que ça. Ça peut être un prix relativement modeste. Voilà. Après, la vraie solution, c'est le guichet. Alors, ça dépend à quelle heure on y est, quoi. Le guichet ouvre à 6h10 le matin. 6h10 Ouais, et ferme à 22h30.
Donc, on a quand même une amplitude oui. tout à fait correcte. Après, c'est vrai que... Un guichet qui ouvre à 6 heures, c'est une bonne chose. Parce que oui, donc c'est vrai qu'après... c'est pas si fréquent. Hein. Voilà, mais c'est bien peut-être de le rappeler, qu'en fait compte, le guichet est ouvert à cette heure-ci, quoi. Enfin, matinale, quoi. Matinale, parce que c'est vraiment le matin de bonne heure, là. Voilà. Châtellerault-Angoulême en 1h03 avant 2017. Depuis juillet 2017, plus de TGV sur ce parcours le week-end. Et hélas, pas de compensation par TER direct. Changement à Poitiers avec attente de plus ou moins 1 heure. Résultat, Châtellerault-Angoulême en 2h35 le dimanche. Départ d'Angoulême 16h45. Arrivée à Châtellerault 19h23. Merci de faire en sorte que 16h45 le dimanche soit direct. Oui, quand c'est direct, c'est qu'on ne s'arrête pas chez les autres. Hein. Châtellerault comme la semaine. Alors effectivement, les TER qui sont aujourd'hui diamétralisés sont uniquement des trains qui circulent en semaine. Mais après, on va regarder la question. Il n'y aura pas en tout cas de modification sur ce point en 2022. Oui, merci. C'est un sujet qui sera examiné pour des modifications de circulation après l'échéance de décembre 2022. 2021, pardon, qui sera le service 2022. Voilà. Bon. Ensuite, améliorer sensiblement la desserte TER de Les Ormes, qui est dans la Vienne, ça doit être ça qu'on précise, oui. Un seul arrêt à 6h52 dans le sens Tours-Poitiers, 3 arrêts uniquement l'après-midi dans le sens Poitiers-Tours. Référence à notre courrier du 13 juillet 2021 au président Rousset. Dans cette attente, voilà. Un élu, l'adjoint de la commune Les Ormes. Pardon. Alors, c'est le besoin, moi, que je questionne. Si un seul arrêt à 6h52 le matin pour aller à Poitiers ne suffit pas, quelle est la demande? Et l'après-midi, pour aller à Tours, il y a 3 arrêts. C'est pas 1, c'est 3. Alors, quelle est la demande? Sans doute avoir plus de trains. Oui, je comprends que c'est une demande d'avoir plus d'arrêts en gare des Ormes le matin notamment. Pour aller à Poitiers. Ça semble dire ça, quoi. Oui, c'est bien ça. Mais c'est quelque chose que nous, qu'on pourra regarder pour les prochains services. Oui. C'est vrai que c'est toujours un compromis à trouver entre le nombre d'arrêts et le temps de parcours. Oui. Bien sûr. Bon, à regarder. Hein. Voilà. À voir aussi selon la demande. Ensuite, nous sommes plusieurs salariés à vouloir emprunter la ligne Châtellerault-Tours, départ le matin de Châtellerault 7h55, et nous travaillons à Ingrande, à proximité de l'arrêt. Nous commençons le matin à 8h. Et il n'y a aucun arrêt sur cette commune, alors qu'à la prochaine desserte, d'Angers, il y a un arrêt à 8h03. Alors nous prenons tous nos véhicules, alors qu'il y aurait possibilité de générer un arrêt. Et le soir, même problème, bien sûr, de danger. Il y a un départ à 18h02 et prochain arrêt Châtellerault à 18h10. Bon, ça c'est quelque chose à regarder, puisque c'est des gens qui, tous les jours, sont en attente, en demande d'avoir le train. Voilà. Hein. Et effectivement, c'est dans les horaires d'embauche classique, quoi. Donc, on va regarder cette demande avec attention.
ensuite, c'est la dernière. Comme ça. À quand le billet unique pour les bus et les TER? Il y a de nombreuses années qu'on en entend parler. Ça, ça reste toujours une ambition qui passe par des discussions d'ordre technique, qui passe par des discussions d'ordre financier, bien évidemment. Ce sont de gros investissements. Si la SNCF veut en préciser quelques aspects. Oui, effectivement, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord avec les transports, les sociétés de transport urbain pour permettre d'avoir sur un seul titre un abonnement qui permette d'utiliser le TER et l'urbain. Ce sont des discussions qui sont engagées, qui sont loin d'être simples, tant au niveau technique, comme vous le disiez, qu'au niveau financier. Et donc, ça prend du temps, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a bien l'ambition d'aboutir à un billet unique pour permettre à nos clients, à nos usagers de pouvoir utiliser et le train et le transport urbain de manière beaucoup plus simple. Certes, aujourd'hui, c'est possible. On a des réductions chez certains transporteurs urbains. Mais voilà, un seul abonnement unique pour tous les types de transports, ce serait quand même fabuleux. Et on garde cette ambition et on travaille pour que ça se réalise. Bien, écoutez, c'est réglé comme une montre. Je me disais en arrivant, si on finit à 19h40, ça sera bien. Alors, merci à toutes et à tous, puisque nous sommes arrivés au terme des questions qui nous sont posées. Ce n'est pas une fin en soi. Voilà, sur le site de la région, vous trouvez le compte-rendu de comité de ligne. Vous pouvez interroger, continuer à poser effectivement des questions et formuler des remarques. Les réponses vous seront apportées. On commence à être un peu... les services rôder un peu à l'exercice, parce que c'est vrai que depuis l'an passé, nos comités de ligne ne ressemblent pas du tout à l'usage que nous avions jusque-là. Moi, je dis à grand regret, parce que ça n'a rien à voir, un comité de ligne comme ça, avec un comité de ligne avec des gens dans la salle. Vous voyez, vous palpez un peu leur état d'esprit et vous les mettez plus à l'aise. Sans doute que ça l'est là avec la technologie, enfin pour un certain nombre d'entre eux, mais les plus nombreux, j'imagine. Parce que vraiment, il faut avoir envie de participer, là, pour dire, allez, je me connecte, etc. Ils ne savent même pas trop qui est en définitive en train de s'exprimer. Enfin bref, tout ça est vraiment... c'est comme ça. On a eu le mérite, je crois, il faut le voir aussi comme ça, de vouloir tenir absolument nos comités de ligne, pas lâcher là-dessus, d'avoir le dialogue, de mettre à disposition l'outil technologique pour que les gens, effectivement, puissent s'exprimer, parce que l'essentiel, c'est ça, c'est que les usagers puissent s'exprimer, et que nous, en retour, on leur apporte les explications, les arguments, et parfois les réponses positives à celles, aux demandes qui ont pu être faites. Voilà. Et là, je voudrais remercier tous ceux qui concourent à ça, et celles et ceux qui en font l'usage. Et qui nous ont posé toutes ces séries de questions qui ne manqueront pas d'être observées par tous les autres, d'ailleurs, qui n'ont pas aujourd'hui, mais qui le feront à un autre moment, interroger sur la question des TER. Voilà, on n'est pas sur un axe le plus compliqué de nos comités de ligne. Néanmoins, il a ses particularités, il a aussi de grosses mobilités vers les villes principales, sur cet axe, on voit bien. Et donc, du coup... il y a des attentes qui sont celles d'aujourd'hui. J'espère qu'on a été assez complet sur les facteurs qui touchent à la question de la tarification et des outils, des dispositions qu'on a mises en place. Alors, elles sont nombreuses. C'est pour ça qu'il faut revenir sans doute assez souvent sur le site de la région pour pouvoir, non pas mémoriser, mais voilà, se mettre à jour sur ce qui est possible, parce que je connais plein de gens, moi comme vous, qui effectivement n'ont pas spontanément connaissance de ce que ça peut effectivement permettre, l'usage du train. Donc, on n'a jamais fini sur ce créneau-là de rappeler et de préciser les choses pour que des gens se décident, parce que le but, c'est quand même ça, c'est que le service public, il réponde bien, je veux dire, aux besoins des gens.
Et c'est leur participation et leur fréquentation qui sont l'indicateur numéro 1. Voilà, c'est surtout ça qui compte. Donc, on a traversé des périodes difficiles. Je crois qu'on s'en est pas trop mal sorti, j'allais dire. On a vu des chiffres intéressants et qui étaient présentés tout à l'heure, notamment cet été, en termes de fréquentation, je veux dire. Mais ça veut dire qu'à cet automne, c'est la rentrée et on va avoir des jauges à regarder pour voir comment les choses, effectivement, se sont passées en cette fin d'année, enfin, dans ces derniers mois de l'année 2021. Voilà. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci Catherine, de loin.